Chers collègues, je vous propose de continuer nos travaux après le travail réalisé ce matin. Préalablement à l'audition de cet après-midi, nous devons désigner un rapporteur sur la proposition de loi visant à geler les tarifs des transports publics franciliens pendant les Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Nous avons reçu du groupe socialiste la candidature de M. Olivier Faure. Y a-t-il des oppositions ? Pas d'opposition, il en est ainsi décidé, chers collègues. Nous en venons à nos travaux et je souhaite la bienvenue à Monsieur Antoine Pellion, secrétaire général à la planification écologique, accompagné de Madame Faustine Guémard et Nabil Benboua, tous deux directeurs de programme. Merci beaucoup de votre présence. Merci de votre rapidité lorsque nous avons lancé cette invitation de venir devant la représentation nationale. Merci d'avoir accepté, d'autant plus que monsieur le secrétaire général, nous avons auditionné il n'y a pas si longtemps, le 19 juillet dernier, afin de faire le bilan de votre action un an après votre prise de fonction. Nous allons aujourd'hui avec vous entrer dans la mise en œuvre concrète de cette planification écologique. Le président de la République a présenté le 25 septembre dernier les actes de cette planification pour notre pays lors du deuxième conseil de planification écologique. Mais il fallait préciser comment cette planification serait déclinée dans nos territoires, selon quelle méthode, ce qu'a détaillé Madame Elisabeth Borne le 28 septembre dernier à Saint-Malo, devant les présidents de région, puisqu'elle a précisé dans sa circulaire du 29 septembre 2023. Cette circulaire, elle détermine 4 étapes pour l'action des pouvoirs publics. On pense notamment au fait d'établir un diagnostic partagé de territoire, de conduire un débat au sein de chaque région pour identifier les efforts et les actions à conduire, partager à l'échelle infrarégionale la déclinaison des actions à mener ou encore établir une feuille de route de chaque région avec l'horizon de 2030 qui va matérialiser par secteur les engagements des territoires. Cette démarche, elle se veut au plus proche des territoires. C'est une démarche de territorialisation qui doit prendre en compte les spécificités de chaque territoire et le secrétaire général est là pour animer, élaborer justement eh bien, cette feuille de route au plus proche du terrain en lien avec les ministres concernés. Il s'agit d'un exercice, il me semble, inédit et nécessaire car la transition écologique ne peut réussir sans méthode. C'est l'objectif de la circulaire proposée et elle ne peut non plus réussir sans les acteurs locaux, qu'il s'agisse des collectivités d'élus, des entreprises ou des diverses forces vives qui font vivre nos territoires. La territorialisation de la planification écologique permet donc de prendre en compte les particularités de chaque territoire dans le plan national, d'harmoniser les différents projets infrarégionaux et de mobiliser l'ensemble des collectivités autour d'un objectif majeur, répondre à l'urgence climatique. On peut d'ores et déjà constater que la mobilisation s'effectue à tous les niveaux, avec notamment les lancements de COP régionales par les préfets. Monsieur le secrétaire général, votre audition, je l'espère, je n'ai pas d'inquiétude particulière, va nous permettre de comprendre l'ensemble de cette action, des critères que vous avez retenus pour définir une méthode jusqu'au résultat que vous attendez en passant par les obstacles que vous rencontrez. Avez-vous des remontées des préfets ou des élus locaux témoignant de difficultés, notamment à mettre en œuvre cette territorialisation de la planification ? Vous semble-t-il au contraire que cet exercice est bien compris par les élus et les fonctionnaires ? Et pensez-vous nécessaire, c'est presque une question rhétorique, de vous appuyer sur la représentation nationale pour incarner, quelles que soient nos divergences politiques, cette territorialisation? Voilà, je ne serai pas
plus long. Monsieur le secrétaire général, je vous laisse la parole et je vous remercie d'avoir bien préparé cette audition puisque vous nous avez, il me semble, quelques PowerPoint à nous présenter. La parole est à vous. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Merci beaucoup de me permettre de débattre ce sujet avec vous aujourd'hui, qui est effectivement très structurant. Ce que je vous propose, c'est peut-être donc d'aller assez vite dans le vif du sujet de la territorialisation, qui est vraiment un sujet qui est au cœur. Peut-être de revenir 2 minutes juste avant sur quelques points un peu préliminaires. Le premier, je le rappelle, j'avais eu l'occasion de le dire lors de l'audition, on se place clairement dans un objectif de résultat en matière environnementale. Donc on a l'objectif de moins 55% de baisse de gaz à effet de serre en 2030. On a des objectifs en matière de biodiversité. Alors il y a plein de sous-objectifs, je ne les énumère pas tous, mais en matière d'air protégé, de gestion durable de la forêt, de baisse de consommation d'eau, de pesticides, etc. Et donc ça, on se place dans cet objectif de résultat. Ça, c'est très important vraiment de repositionner ce cadre-là. Deuxièmement, redire aussi que nous avons un certain nombre de réalisations, notamment dès l'année 2023. Là, je veux parler du rythme de baisse de gaz à effet de serre tel qu'on l'observe. J'avais la dernière fois eu l'occasion de revenir sur ce qu'était la baisse des émissions de gaz à effet de serre au cours des dernières années, le fait qu'on avait eu des premières années où on était systématiquement en dépassement, et donc notamment par rapport aux obligations qui étaient celles de baisser les émissions, il y avait un retard que le juge avait sanctionné. Depuis que cette audition, le Conseil d'État s'est prononcé en reconnaissant que le retard qui avait été accumulé au cours de la période 2015-2018 avait effectivement été résorbé. C'est ce que montrait, vous vous souvenez, ce petit graphique-là. Donc là, on avait en jaune les émissions réelles du pays, vous avez en marron les objectifs. Vous voyez qu'il y avait des retards qui s'accumulaient, qui ont piqué jusqu'en 2018. Et puis ensuite, il y a eu une baisse des émissions. On a dépassé l'objectif qu'on s'était fixé l'année suivante, et donc on a rattrapé le retard. Et donc de ce fait, ce contentieux-là, pour la partie historique, est maintenant clos aux yeux du Conseil d'État. Il reste maintenant, du coup, le deuxième contentieux qui porte sur la crédibilité de la trajectoire à 2030. Et là, le Conseil d'État nous a indiqué que, en tout cas, le plan était suffisamment crédible pour qu'il ne se mette pas sous astreinte le gouvernement, que néanmoins il nécessitait d'être mesuré, vérifié, suivi dans le temps. Et c'est ce qu'on va s'efforcer à faire, et je vous donne des éléments ici, pour s'assurer que le plan est bien délivré. Et donc ce qui permet, du coup, par rapport au deuxième contentieux sur le plan d'action, celui-ci, du coup, de remettre les choses droites. Donc là, au titre du résultat, en quelque sorte, l'année 2023, on a les données sur les 3 premiers trimestres, l'année 2023, et la baisse de gaz à effet de serre est de 4,6%. Donc c'est une augmentation significative du rythme de baisse. Une partie de ce rythme de baisse, il y a une partie qui est conjoncturelle, liée au fait que les températures en 2023 étaient plutôt plus élevées que la moyenne. Mais on a fait le travail, et ça j'aurai l'occasion, on ne l'a pas encore publié parce qu'il n'est pas totalement finalisé, mais de vous en rendre compte aussi, de pouvoir dire qu'est-ce qui est conjoncturel, structurel. Et donc on observe qu'on est maintenant sur le bon rythme par rapport à ce qui avait été mis dans le plan pour pouvoir atteindre les moins 55% en 2030 avec les résultats de l'année 2023. Donc c'est plutôt quelque part une nouvelle positive, mais bien sûr sur lequel il faut qu'on reste mobilisé parce que les marches à franchir en 24, en 25 l'année suivante restent hautes, mais de ce fait le plan explique du coup quelles sont les voies et moyens pour y parvenir. Donc un objectif de résultat inchangé, aligné avec nos engagements européens, des premiers résultats quelque part qui montrent que l'action engagée collectivement elle commence à payer. Je dis collectivement parce que c'est bien sûr des actions qui sont à la main d'un très grand nombre d'acteurs. Donc il y a à la fois les sujets, l'État prend sa part, mais il y a les sujets aussi des collectivités, des entreprises, j'y reviendrai, et puis des citoyens aussi dans les actions individuelles. Redire aussi, avant de venir sur la territorialisation, qu'on a vraiment à cœur d'avoir, et ça c'est important pour qu'on ait un pacte social autour de cette transition, une transition juste et une juste répartition de l'effort de baisse. Ça, je voudrais revenir sur ce que vous avez montré la dernière fois. Vous vous souvenez, j'étais parti des résultats. Je vous avais montré ce que ça voulait dire concrètement que de baisser de 50% la marche à franchir et qu'il faut qu'on fasse dans les 10 prochaines années autant qu'on a baissé dans les 30 dernières, donc entre 1990-2020 versus 2020-2030, et que ça se décline dans les différents secteurs. Et je vous avais pris, après avoir pris tous mes crayons de couleur pour colorier les différentes cases, quel était le plan d'action. Et donc là, sous la forme de la boutade, tout cela est effectivement écrit petit, et je m'en excuse, mais chacune des cases étant une action concrète. Chaque action concrète, on y voit ici le poids qu'elle représente dans la baisse des émissions. Et je vous avais indiqué, et ça c'est important, je pense, de le rappeler, que
Dans cette construction, il y a la moitié des baisses qui sont entre les mains des entreprises. Il y en a un quart qui sont entre les mains des collectivités locales au sens de leurs compétences, aménagement, gestion des déchets de transport en commun. Il y en a un quart qui sont entre les mains des citoyens par la mobilité individuelle, la maison et la façon de se nourrir fondamentalement. Et ça, c'est très important parce que 75%, si vous me pardonnerez l'approximation, les gros, et 25% les gens, ça dit quand même quelque chose de l'équité dans la répartition de l'effort. Et ça permet surtout que la transition pour nos citoyens, elle se fasse du coup dans un pas de temps qui peut être un peu plus long. Parce que concrètement, ce que je vous dis là, c'est que pour atteindre l'objectif 2030, en fait, le gros de l'effort, il va être fait par les entreprises et par les pouvoirs publics. Et donc ça permet de se laisser un peu plus de temps pour que la transformation sur la mobilité individuelle, sur les logements, etc., elle puisse s'étaler un peu plus dans le temps et qu'elle soit moins raison de choc pour les uns et les autres. Et ça, je pense que c'est un point très important. Et c'est un peu la logique qui avait, vous vous souvenez, était celle de la sobriété énergétique. On avait fait porter le gros de l'effort de la sobriété sur les entreprises, juste dans l'été qui était juste après le déclenchement de la guerre en Ukraine, et qu'on avait ensuite mobilisé les citoyens pour le dernier coup de collier pour pouvoir atteindre l'objectif. Mais c'est bien dans ce sens-là qu'on le fait. Si je l'illustre, ça veut dire par exemple que les voitures électriques, on ne demande pas à tous les Français d'avoir une voiture électrique en 2030, ça n'aurait pas de sens. Il y a 15% de voitures électriques en 2030, ça veut dire que 85% des gens garderont une voiture thermique, et que ça boucle quand même comme ça. Ça veut dire sur la rénovation des logements qu'il faut à la fois faire un effort important, et donc là, d'augmenter les volumes de rénovation, mais on est à 10% des logements rénovés en 2030. Ça veut aussi dire que 90% de nos concitoyens n'auront pas à 2030 rénové intégralement leur logement, et ça n'empêche pas du coup d'atteindre l'objectif, la trajectoire de moins 55% en 2030. Et ça, encore une fois, c'est possible, parce qu'une part importante de l'effort de baisse, on l'a mis entre les mains des pouvoirs publics et des entreprises pour qu'on puisse atteindre l'effort. Et donc c'est notamment les 50 plus gros sites industriels qui pèsent lourd et sur lesquels on a contractualisé pour y arriver, mais pas que, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement cela. Toute cette logique-là, vous vous souvenez aussi, dans l'audition, j'avais indiqué que à la fois on décrit les choses les plus précisément possible pour montrer qu'il y a un chemin qui existe, qu'il est cohérent, que derrière on est capable de dire en matière d'investissement, de bouclage sur les ressources disponibles, l'énergie, le foncier, etc., pour s'assurer que ça passe, c'est cohérent. Mais à la fois aussi une forme d'humilité qui dit c'est pas forcément, on va pas prescrire, c'est pas le Gosplan, donc on va pas prescrire aux gens exactement le comportement de chacun, ça n'a pas de sens. Et donc de ce fait, ça veut dire qu'on rentre dans une logique où on se dit des plans peuvent être adaptés, et donc ça, j'ouvre la porte, je vais du coup le développer dans le cadre de la territorialisation, avec deux règles simples fondamentalement. La première, c'est que quand on accélère une action, on se préoccupe de la réalité et de la faisabilité, donc on ne dit pas finalement c'est pas 15% de voitures électriques, mais c'est 40% parce que derrière, on voit qu'il n'y a pas forcément le volume de voitures électriques disponibles sur le marché, que ça va coûter particulièrement cher, qu'on n'a pas forcément la solution pour y arriver. Donc il faut que ça soit faisable quand on dit qu'on fait plus. Et la deuxième règle simple, c'est quand on fait moins, il faut qu'on dise comment on compense le fait d'aller moins loin. Donc si on fait moins de rénovation énergétique parce que dans le territoire, dans le département, telle et telle information disent que c'est plus compliqué, tout à fait possible. Par contre, il faut trouver quelles sont les alternatives, entre guillemets, pour que la baisse des émissions elle puisse être compensée. Donc ça, c'est le travail du coup qu'on a mené, alors ça je vous passe tout ça, je pourrais y revenir, qu'on a mené du coup avec cette notion de COP qui viennent d'être lancées. Donc la COP territoriale, c'est une COP régionale, c'est régional au sens géographique du terme, c'est-à-dire ça ne veut pas dire que c'est uniquement la région en tant que collectivité qui est à la manœuvre, ça veut dire qu'on prend un territoire donné, et on mobilise l'ensemble des acteurs du territoire, donc c'est bien sûr la région, mais aussi l'ensemble des autres collectivités, départementales, intercommunales, communales, métropolitaines. C'est aussi l'ensemble des acteurs de la société civile, à commencer par les entreprises, puisque leur rôle est important, mais aussi un certain nombre d'autres fédérations d'acteurs représentatifs. Donc on est bien sûr un ensemble géographique régional, et on se préoccupe de se dire, mais finalement, à la maille de ce territoire-là, qu'est-ce que ça veut dire comme le plan d'action, il donne quoi ? Et comment, notamment, toutes les particularités territoriales, elles prennent sens, elles s'incarnent. Et donc, du coup, oui, il y a des choses qui sont pas comme la moyenne nationale, et c'est bien normal, et le reste serait étonnant. Par contre, il faut quand même outiller, il faut quand même décrire quelles sont les actions spécifiques à la région qui sont menées. Je dis d'emblée que, du coup, on vient avec, encore une fois, cette même humilité que je donnais avant, en se disant, on met sur la table pour la discussion un chemin possible, qui est celui qu'on tire du plan, mais on dit à chacun des acteurs que ce chemin-là, c'est l'occasion pour la COP de le travailler, de façon à pouvoir
faire potentiellement des actions qui vont être assez différentes, mais sur lesquelles on s'est expliqué qu'à la fin, le résultat arrive globalement en termes de baisse des gaz à effet de serre au même. Et pas uniquement les gaz à effet de serre, aussi on regarde les enjeux, je vais le détailler, en termes de biodiversité, en termes de ressources naturelles, en termes de qualité de l'air, etc. Donc c'est bien l'ensemble de ces actions-là qui sont importantes. Donc ça, et dernier élément aussi, de plonger dans quelques cas concrets, qui est aussi qu'on vient vers les territoires en partant de tout ce qui existe. Et il y a énormément de choses qui ont été engagées. C'est-à-dire la COP, c'est pas un reset, c'est pas une mise à zéro de l'ensemble des plans et programmes existants, des démarches, etc. C'est-à-dire que ça s'appuie bien sûr sur les PCAET, sur les plans locaux, sur les SRADET, sur l'ensemble des planifications existantes. Et par contre, on s'attache à regarder les actions concrètes qui sont menées dans ce cadre-là, et on se pose la question de savoir est-ce que la somme des actions concrètes, finalement, elle est suffisante pour atteindre l'objectif de résultat ou pas. Et par ailleurs, il faut associer l'ensemble de la société, et donc pour ça, pareil, on ne réinvente pas un dispositif. Dans une région qui avait déjà engagé un dispositif de COP, par exemple la Bretagne, par exemple l'Occitanie, par exemple Centre-Val de Loire, et il y en a d'autres, du coup, on s'appuie sur les dispositifs existants. Donc opérationnellement, ça veut dire quoi ? Il y a un binôme qui est composé du préfet de région et du président du conseil régional, qui du coup sont chargés de piloter l'organisation pratique de cette COP, et donc qui n'est pas une mince affaire, avec une organisation assez décentralisée. Donc du coup, c'est pas nous qui prescrivons à chacun la façon dont il doit faire. Donc la première ministre, à l'époque, Elisabeth Borne, avait fait une circulaire que vous avez citée, Monsieur le Président, qui du coup permet de donner quelques lignes directrices, mais avec une grande liberté qui est donnée au local pour l'organiser, avec une demande qui a été formulée très explicitement que l'ensemble des niveaux de collectivité soient représentés et associés. Encore une fois, le niveau départemental, intercommunal et puis communal. Et donc, on puisse engager ce processus. Donc, il y a à date, on a 12 ou 13 COP qui ont été engagés, incluant des COP dans des territoires ultramarins. Donc, dans les territoires ultramarins, elles ont été engagées Guadeloupe, Martinique, Réunion. Il nous reste encore la Guyane. Et puis, il y aura aussi une COP à Saint-Pierre-et-Miquelon qui l'a demandé, donc de ce fait, qui sera aussi mise en place. On a ensuite, après, dans les régions, métropolitaines, il nous reste encore la Bretagne, l'Île-de-France, le Centre-Val de Loire et la Corse, qui sont les 4 qu'il nous reste. Pardon, j'ai oublié Pays de Loire. Et sinon, l'intégralité des autres, donc je vous les ignore pas, mais donc de Hauts-de-France en PACA, en passant par Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie, le Grand Est, etc., ont lancé leur COP. En termes de calendrier, donc la COP, c'est le moment où on pose déjà une première vision d'un chemin possible concret sur lequel je vais vous donner l'exemple d'une région, et qu'ensuite on engage une phase qui va être d'abord une phase de diagnostic. Diagnostic, c'est pas refaire l'état de l'environnement dans le territoire, c'est repartir des plans d'action existants en se disant, du coup, où est-ce qu'on en est par rapport à l'objectif de résultat aujourd'hui. Et puis ensuite, après, une phase de débat sur les points d'approfondissement à mener, qui doit déboucher sur un plan d'action qui va, si les collectivités le décident, considérer à revoir un certain nombre de planifications existantes, mais ce n'est pas une nécessité. On ne rentre pas dans la discussion en se disant il faut forcément changer le PCAET, le SRADET, etc. On rentre dans la discussion avec, opérationnellement, en matière de rénovation, de mobilité électrique, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire de plus sur le terrain pour y arriver, et qui doit amener aussi... la mise à niveau vers Windows, qui doit aussi déboucher sur des questions de financement. Le Premier ministre ayant dit dans déclaration de politique générale hier que sur la partie transition écologique, on aurait à cœur qu'il y ait des plans de financement bouclés à l'été sur ces plans d'action territoriaux. Et ça qui est un point important dans la mesure où les sujets sont nombreux. Alors, si je donne un exemple pour l'illustrer, c'est là où le suspense est total, c'est bon. Alors, concrètement, on a mis en place un petit outil auquel vous avez tous accès. Vous avez le lien qui est en bas qui donne en fait la déclinaison à la maille de chaque région de ce que veut dire cette proposition de point de départ dans la discussion de répartition de l'effort. Je ferai un zoom. Qu'on a associé, parce que du coup on parle en kilotonnes de CO2, ce qui n'est pas forcément une unité qui est très pratique pour les uns et les autres, à commencer par moi. Donc on a fait un petit outil qui transforme ça en des grandeurs physiques concrètes. Donc concrètement décarboner tant de kilotonnes de CO2 sur la véhicule électrique qui remplace le véhicule thermique, on le transforme en nombre de voitures électriques. Les sujets d'absorption de puits de carbone en kilomètres linéaires de haies. Voilà. C'est des ordres de grandeur à prendre avec des précautions, mais ça donne au moins un ordre de grandeur physique, concret. Donc ça, vous l'avez tout à disposition. Et l'exercice a aussi été fait à la maille départementale.
Et donc ça, c'est plutôt via les préfets que vous pouvez avoir l'information. On l'a pas rendu, on l'a pas mis sur une plateforme à ce stade public, mais l'ensemble des préfets, ils l'ont tous donné normalement à leurs écosystèmes. Et si ce n'est pas le cas, il faut le demander à votre préfet pour la déclinaison départementale. Donc là, si je prends l'exemple de l'Occitanie, vous voyez à chaque fois, du coup, on prend les différents leviers et ce que ça représente en termes d'ampleur d'action. Donc là, c'est des kilotonnes de CO2, donc ça parle moyennement, mais ça traduit le fait que alors l'Occitanie est plutôt une région qui est assez dans la moyenne nationale de poids des secteurs, à la fois en termes industriels, agricoles, de transport, etc. Alors un peu plus de pondération de transport, parce que c'est une région avec des grandes distances et sur lequel il y a un éclatement en termes d'aménagement, un certain nombre de lieux de vie. Mais vous y voyez à la fois le poids relatif des différents facteurs, et ça permet, quand on passe notamment avec le petit outil après d'ordre de grandeur opérationnel, de se rendre compte par rapport aux plans d'action qui ont été engagés aujourd'hui, où est-ce qu'on en est en termes d'objectifs de résultats. Avec encore à chaque fois la démarche de se dire, la COP, c'est le moment où on part de ça, mais on peut totalement le déformer compte tenu des discussions, de ce qui a été engagé localement. Et comme je vous le disais, il n'y a pas que le carbone dans la vie, et donc il y a aussi les autres sujets, autres le climat. Et donc là, vous avez 12 leviers. Alors du coup, c'est assez massif quand vous voyez comme ça, mais qui traitent des questions d'air protégé, de gestion durable de la forêt, de renaturation, de phytosanitaire, de déchets, d'alimentation, avec notamment les 50% de produits sous signe de qualité et bio dans la restauration collective, et qui montrent d'ailleurs qu'au niveau territorial, pour l'instant, en matière notamment de collectivité, on en est encore très très loin en termes de résultats. De sobriété en matière d'eau et puis de qualité des captages. Donc là, à chaque fois, toujours même démarche, se repositionner sur des objectifs quantitatifs, de dire où est-ce qu'on en est. Donc là, en l'occurrence, l'Occitanie a bien avancé sur les aires protégées. Par contre, il y a un enjeu majeur en termes de zones de protection forte, sur lequel il y a du chemin à parcourir, et ça ne va pas être un sujet simple, sur lequel il va falloir travailler, concerter, etc. On voit que l'alimentation, du coup, là, on est encore loin d'Egalim, mais ça fait le lien avec une actualité quand même forte là en matière agricole. On voit qu'aussi en termes de protection des captages, dans un monde où, avec le réchauffement climatique, on aura moins d'eau disponible sur Terre, et donc du coup, les pollutions actuelles se reconcentrent dans des nappes qui sont du coup en moins grande quantité. Donc le sujet de la qualité de l'eau va être un sujet qui va prendre de l'importance plus importante, et donc la protection des zones de captage est importante. Voilà du coup quelques exemples concrets. Est-ce que je vous propose m'en arrêter là dans le point introductif, et j'ai à votre disposition si vous le souhaitez, donc là c'était vraiment sur le zoom sur les territoires, mais on a aussi des démarches équivalentes en matière de transition des entreprises. Et un dernier élément aussi, que pour l'instant on s'est beaucoup prononcé sur le plan à 2030, qui est les 7 prochaines années, mais il y a un travail qui s'engage et sur lequel on peut parler des éléments un peu principaux sur de comment on va de 2030 à 2050, la neutralité carbone et tous les sujets que ça invoque, et qui sont du coup, voilà, je suis à votre disposition sur tout cela. Merci pour cette présentation. Donc, pas d'inquiétude, vous aurez bien entendu les différents slides présentés. Et bravo pour votre pédagogie, je me permets de le dire parce que vous avez l'art d'expliquer des choses très complexes avec des mots simples. Merci beaucoup. Pour le groupe Renaissance, la parole est à Daniel Brulbois. Merci, Monsieur le Président. Au nom des députés Renaissance, je vous remercie, Monsieur le Secrétaire général, pour le travail effectué et pour votre engagement sur la planification écologique. Comme en témoigne le rapport que vous nous aviez présenté le 11 avril dernier, le chemin à parcourir est encore long. C'est pour cela que notre projet de loi de finances 2024 prévoit 10 milliards supplémentaires pour accélérer la transition écologique. D'abord pour les transports et la décarbonation des mobilités, priorité pour laquelle notre majorité agit avec le plan d'avenir des transports, issu de l'excellent rapport du COI dont je salue le président ici présent David Valence, et présenté par la Première ministre en février 2023. Au total, ce seront 9,3 milliards d'euros qui seront engagés en 2024 pour le développement du réseau ferroviaire et des infrastructures, comprenant aussi le verdissement des flottes de véhicules. Pour le secteur du bâtiment, la rénovation énergétique que nous avons mise en route avec l'isolation sont des leviers indispensables afin d'atteindre les objectifs de sobriété, à la fois pour les particuliers et pour avec ma prime rénov, les collectivités territoriales, avec le fonds vert qui a été aussi abondé, lui, de 2,5 milliards d'euros. Pour le secteur agricole, la mobilisation actuelle des agriculteurs nous montre que la planification écologique ne pourra pas se faire sans eux, que par une méthode de travail partagée, des études d'impact précises et des rendez-vous réguliers pour assurer la supportabilité et l'acceptabilité des efforts. La transition doit aussi passer par l'accompagnement des agriculteurs dès leur installation. Pour le secteur industriel, de nombreux chantiers sont en cours pour une industrie décarbonée et compétitive. Par exemple, les 50 sites les plus émetteurs de CO2, qui représentent près de 55% des émissions industrielles,
ont engagé la décarbonation avec le captage et le stockage du carbone. C'est une technologie qui coûte très cher. Ce modèle pourra-t-il s'appliquer à tous les territoires? En effet, les carboducs en prévision risquent de laisser à l'écart beaucoup de nos territoires ruraux et pourtant très industriels. Enfin, vous l'avez dit, une fois le cap fixé, c'est le chemin qui compte. Et ce chemin, il faut qu'il embarque tout le monde. Donc, la COP, pour vous, les COP régionales sont un outil avec le préfet de région et le président Merci. de région, mais ils sont très éloignés des concitoyens de nos territoires. La régionalisation a éloigné les concitoyens de nos Merci, territoires. chers collègues. Donc, quel ingrédient pensez-vous qu'il fasse ajouter pour embarquer tous nos concitoyens? Merci, chers collègues. Il va de soi, s'il vous plaît. Il faut respecter les 2 minutes, mais comme Madame Brulebois a mis la barrière à 2 minutes 25, si d'autres veulent parler 2 minutes 25, il n'y aura pas de difficulté. Pour le groupe Rassemblement National, la parole est à Nicolas Dragon. Merci, Monsieur le Président Zulesi, Monsieur le Secrétaire Général, mes chers collègues. Les répercussions des normes absurdes, de l'écologie punitive et du libre-échange ont éclaté au grand jour. La colère manifeste du monde agricole, las de se sentir ignoré par le gouvernement, secoue notre pays. En dépit des annonces du Premier ministre, il est à craindre qu'elle ne soit pas à la hauteur pour préserver l'agriculture française. La production française, en volume, est en stagnation depuis près de 30 ans. Et nous sommes conscients que le pouvoir de décision ne réside pas uniquement à Paris, mais également à Bruxelles. Il est donc impératif de renégocier de nombreux textes européens, à commencer par le pacte vert et les accords de libre-échange. Selon plusieurs études, les objectifs environnementaux de ce pacte vert et la réforme de la PAC conduiraient à une baisse de 10 à 15% de la production européenne à l'horizon de 2030. Ce défi survient dans un contexte où France Stratégie prévoit une augmentation de 46% de la consommation alimentaire mondiale en calories d'ici 2050. À cela s'ajoute l'asphyxie du marché français avec toujours plus de produits importés dont la production serait illégale en France. La France est malheureusement une des rares grandes puissances agricoles à ne pas avoir replacé l'agriculture au cœur de ses priorités nationales. Et un rapport sénatorial publié en septembre 2022 l'indiquait, la France est une puissance agricole en déclin. Le groupe Rassemblement National s'inquiète du manque d'ambition en matière agricole et souhaiterait avoir un éclaircissement sur la stratégie du gouvernement pour adapter et développer l'agriculture française, alors qu'en même temps un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre est sur la table. Sur la question de la territorialisation de la planification écologique, notre agriculture ne doit en aucun cas devenir la variable d'ajustement de politiques écologiques agressives et punitives. Ce sont bien nos agriculteurs qui ont fait le plus d'efforts en matière écologique depuis plus de 20 ans. Nos agriculteurs sont les premiers écologistes de France. La question est la suivante. Que prévoyez-vous pour la territorialisation de la planification écologique qui ne nuira pas à nos agriculteurs et à leur développement? Je vous remercie. Merci. Pour le groupe La France Insoumise NUPES, la parole est à Catherine Couturier. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Secrétaire général à la planification écologique, tout d'abord, je tiens à saluer l'intitulé de votre poste, planification écologique, terme utilisé pour la première fois par Jean-Luc Mélenchon en 2008. Encore une fois, l'histoire nous aura donné raison. Après ce petit... Mais il me semble que votre gouvernement n'en a pas réellement saisi le sens. Planifier, c'est réfléchir collectivement à des scénarios indispensables, durables et réalistes. Le scénario le plus réaliste, c'est d'abord la sobriété et l'investissement massif, maintenant, tout de suite, au regard de l'urgence. D'abord dans nos collectivités territoriales et nos bassins de vie, en doublant les investissements dans la transition écologique, en créant les 25 000 ETP, en indexant la DGF sur l'inflation, et en arrêtant les projets écocides, comme le Lyon-Turin, l'A69, les projets biomasse, qui ravagent les forêts et l'avenir d'une agriculture paysanne. Monsieur Payan, votre rôle est de conseiller le Premier ministre en matière d'écologie, d'agriculture, d'énergie, de développement et de transport. En matière de transport, les transports publics n'existent plus en ruralité. Il n'y a plus de transport fret, et nous l'avons d'ailleurs constaté avec les barrages des agriculteurs, les camions se sont retrouvés sur l'ensemble de nos petites routes.
C'est donc là qu'on mesure l'importance aujourd'hui de remettre du fret. Les lignes du quotidien ont disparu. Nos territoires ont besoin d'investissements massifs pour rénover le réseau et les rames de train vieillissantes. Je prendrai que l'exemple de la ligne POLT. Face à la crise agricole, alors que le gouvernement devrait assurer une juste rémunération à tous les agriculteurs qui ne les mettent pas en concurrence avec des produits importés, les seules mesures annoncées favorisent l'usage des énergies fossiles et des engrais azotés. Il faut de toute urgence arrêter les traités de libre-échange. Vous préférez vous confronter à des chimères plutôt que d'admettre des défaillances du libéralisme. Enfin, monsieur le secrétaire général, personnellement, j'ai participé à une COP dans mon département et les Merci. Objectifs à atteindre ne correspondent pas malheureusement aujourd'hui aux besoins indispensables. Merci. Pour le groupe démocrate modem indépendant, la parole est à Michael Cosson. Michael Cosson. J'ai compris Nicole. Oui, non, j'ai dit Michael Cosson. Pardon. Ah oui, moi j'ai entendu Nicole. Bon, c'est pas grave. Alors, Monsieur le Président. Non, Michael Cosson. Ah oui, J'ai dit pardon. Nicolas? Non, j'ai dit Non. Michael Cosson. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Secrétaire Général, pour cette présentation claire des objectifs et surtout de l'enjeu que peut représenter la planification écologique. Je pense pour ma part que cette territorialisation devrait être notre outil de base et même finalement celui pour lequel nous devons inverser une certaine logique. Il ne faut pas décider depuis le haut quelles pourraient être les contributions menées à l'échelle territoriale, mais réellement voir les possibilités, les opportunités, ainsi que les problématiques que chacun peut avoir en fonction des spécificités. Cette planification, elle doit s'appuyer sur les ressources qui sont présentes localement, terre, mer, air, pour essayer de les mettre en adéquation avec les activités présentes, qu'elles soient d'ordre humain, industriel ou agricole notamment. Et c'est en réfléchissant tout d'abord sur cet équilibre local que nous devons pousser pour des territoires afin qu'elles produisent l'énergie qu'il est nécessaire d'avoir pour mener à bien les activités, tout en ayant un regard sur la sobriété et faire en sorte que nous puissions diminuer notre impact environnemental ou au moins le maintenir. L'agriculture, l'industrie, le transport, le bâtiment sont des activités à l'échelle locale sur lesquelles nous devons réfléchir au moyen pour décarboner ces secteurs. Le Premier ministre a tenu hier un discours offensif sur cette thématique environnementale. Mais au-delà d'un évident levier de croissance, la question de la territorialisation de la planification écologique doit aussi être abordée comme une opportunité en matière d'emploi qui permettrait d'inclure plus encore la population dans ce nécessaire effort collectif. Je souhaiterais savoir comment vous abordez les besoins spécifiques des territoires en matière d'émergence de besoins nouveaux et à travers eux les emplois nouveaux. Cette transition doit être abordée de manière positive. Il s'agit pour nos territoires non pas seulement d'atteindre la neutralité carbone, mais de repenser un modèle pérenne qui consomme moins d'espace et soit plus durable. Loin d'être une contrainte, cela doit être un chemin pour l'innovation, l'emploi, la souveraineté dans le respect de notre environnement. Merci à Michael Cosson pour son intervention. Pour le groupe socialiste et apparenté, la parole est à Gérard Le Seul. Oui, merci Président. Monsieur le secrétaire général, baisser les émissions de gaz à effet de serre de 55% d'ici à 2030, c'est bien, et vous avez ajouté qu'il fallait tenir compte des spécificités des territoires. Alors, vous nous avez rappelé les objectifs de territorialisation de la planification écologique, comme l'a rappelé ma collègue. Objectifs, bien sûr, les COP régionales lancées dès le mois d'octobre, co-animées par le préfet et le président de région dans le meilleur des cas, avec des instances finalement aux compétences et aux missions variées. Je ne reviens pas sur les diagnostics, etc. Normalement, un rendu final est prévu pour l'été 2024, en tout cas pour la feuille de route régionale, et tout cela devrait pouvoir amener à des nouvelles générations de CRTE. Vous avez évoqué, monsieur le secrétaire général, une juste répartition de l'effort, en insistant d'ailleurs sur le fait que 75% de la baisse était aux mains des entreprises. Et donc, première question, quid justement des mesures d'accompagnement et de la politique de communication que vous pouvez faire
à destination de ces entreprises. Et puis, je voudrais vous interroger, comment envisagez-vous l'absence de planification énergétique, puisque la perspective d'une loi énergie-climat ne cesse de s'éloigner. Or, on sait maintenant pertinemment, à la lumière des scénarios énergétiques, que le développement accru des ENR est absolument indispensable à court terme pour garantir notre souveraineté énergétique. Le gouvernement, en enjambant la PLEC, ne respectera sans doute pas la propre loi qu'il avait fait voter en 2019. Ça me semble assez inquiétant. Et puis, dernière interrogation qui devrait faire l'objet d'une planification sérieuse, c'est ce qui concerne la mobilité. Dans un double objectif de décarbonation et d'aménagement du territoire, nous avons un plan ferroviaire. On a évoqué à plusieurs reprises ce plan de 100 milliards, mais qui ne semble malheureusement qu'un effet d'annonce. Or, nous en avons parlé à plusieurs reprises, y compris au sein de cette commission. De mon point de vue, de notre point de vue, rien n'a suivi en matière de nombre de lignes sauvegardées ou réouvertes. Pas de grandes perspectives sérieuses dans les territoires à ce stade. J'aimerais bien, Monsieur le secrétaire général, avoir vos éléments de réponse. Merci par avance. Merci. Pour le groupe Horizon et Apparenté, la parole est à Anne-Cécile Violent. Gérard, est-ce que... Merci. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le secrétaire général, Madame la directrice, Monsieur le directeur, chers collègues, merci tout d'abord, Monsieur Payon, pour votre présence à nouveau dans notre commission et effectivement votre faculté à être extrêmement pédagogique. Pour accélérer la baisse des émissions de gaz à effet de serre et faire en 8 ans plus que ces 22 dernières années, il est essentiel de s'appuyer sur la planification et de fixer des objectifs. Cette territorialisation de la planification écologique est essentielle pour la réussite de la transition dans les territoires qui repose inévitablement sur l'appropriation des enjeux écologiques par les acteurs locaux. Alors je souhaite tout d'abord saluer les 10 milliards supplémentaires, effectivement, pour la transition écologique, ainsi que les actions en cours et les outils en place, notamment la boussole de la transition ou encore la mise en place du simulateur territorial qui permet aux collectivités de comprendre les leviers de baisse des effets des émissions de gaz à effet de serre, vous l'avez rappelé. Vous l'avez précisé aussi dans votre propos préliminaire, il va falloir accompagner nos collectivités, nos entreprises. Notre groupe Horizon et Apparenté est extrêmement sensible aux élus locaux et être extrêmement attentif aux difficultés qu'ils peuvent remonter. Nous avons eu dans notre région Auvergne-Rhône-Alpes une COP régionale, récemment une COP départementale. J'ai assisté aussi à la matinée du ministre Béchu la semaine dernière sur la France Sabdat. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de montées de nos territoires, et notamment des difficultés d'accès aux différentes aides, aux différents dispositifs, qu'il s'agisse d'aides financières ou d'aides en matière d'ingénierie. Donc il y a la problématique financière, les élus peuvent dire oui, on aurait envie mais on manque de moyens, mais aussi comment accéder à tous les dispositifs qui existent. Donc comment on peut accompagner nos élus à avoir vraiment un accès simplifié et aussi une capacité à pouvoir remplir parfois des dossiers qui peuvent être compliqués. Donc voilà, est-ce qu'on pourrait imaginer quelque chose qui pourrait leur permettre d'avoir un registre, je ne sais, entre quelque chose qui puisse leur permettre d'être plus efficace, en sachant que nos préfets, nos sous-préfets, en tout cas en ce qui concerne mon département, sont extrêmement pertinents dans l'accompagnement des collectivités. Je vous remercie. Merci. Pour le groupe écologiste NUPES, la parole est à Marie Pochon. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur Payon, messieurs, dames, les directeurs de programme. Il y a quelques années, appuyée par près de 2,3 millions de citoyens, j'étais l'une de celles qui initiait l'affaire du siècle, qui pointait la carence fautive de l'État en matière d'action climatique. À ce recours, qui verra l'État condamné, le ministre de la Transition écologique de l'époque, François de Rugy, nous répondait en substance que le gouvernement était d'accord sur l'urgence, qu'il faisait déjà tout ce qu'il pouvait et qu'il ne pouvait aller plus loin, parce que la population ne le voulait pas, évoquant les Gilets jaunes. Il nous renvoya en février 2019 au grand débat national dont on sait ce qu'il advint, ou plutôt ce qu'il n'advint pas, puisque les doléances dorment 5 ans plus tard, toujours dans les archives, et qu'aucune restitution n'a jamais eu lieu. Quel rapport avec la territorialisation de la planification écologique? Il est, je le crois, immense. Il est celui des promesses non tenues, certes, mais il est avant tout celui de la perception que certains ont, ici, au plus haut sommet de l'État, de ce que sont nos territoires. Une vision misérabiliste, condescendante, qui classe les ruraux et les habitants des petites villes et moyennes comme des gens qui ne voudraient que rien ne change, qui actionnent l'ambition écologique pour les centres-villes et
laissent les ruraux dans l'acier réducteur chasse, pêche, nature et tradition. Cependant, lorsqu'on les écoute, ces Françaises et ces Français disent l'impératif de cesser le mépris et les politiques de concentration. Ils disent l'envie d'une transition écologique juste, qui mette à contribution les pollueurs et qui accompagne la transition véritablement, que ce soit en matière de logement, d'urbanisation, de vitalité de nos villages, de maillage de transport collectif, de transition agricole. Cette transition juste, ce n'est pas ce que nous voyons dans les faits. 90 millions d'euros, par exemple, ont été provisionnés sur les alternatives de transport dans nos campagnes, dans le plan France Ruralité. Ce qui ne pèse pas bien lourd, vous l'admettrez, face aux 34 milliards d'euros prévus pour le Grand Paris Express. Où se trouvent les mesures pour les mobilités du dernier kilomètre? Je parlais en introduction de l'ambition écologique auxquelles étaient prêts nos concitoyens. Les COP régionales sont censées y répondre afin de prendre en compte les spécificités de chaque territoire. Monsieur Peillon, comment feront-elles en sorte que les régions, via les SRADET, respectent les objectifs climatiques nationaux sans fixer d'objectifs contraignants? Quelle sera la place de l'adaptation dans vos objectifs de territorialisation et que pensez-vous de la mise en place de services publics de l'adaptation pour accompagner nos communes et nos concitoyens des zones rurales? Et enfin, ces COP régionales étant coprésidées par les préfets de région et les présidents de région, je me pose la question de leur capacité très pratique à agir, notamment quand elles sont coprésidées par des messieurs qui font œuvre de manière totalement démagogique de séparatisme poujadiste envers la loi climat et résilience en refusant d'appliquer les objectifs ZAN. Je vous remercie. Merci. Pour le groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoire, la parole est à Guy Bricout. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, Madame et Messieurs les directeurs. Alors évidemment, au groupe Lyot, nous qui sommes de fervents défenseurs de la territorialisation, nous ne pouvons qu'être en phase avec l'objectif de ces COP régionales et de tout ce qui induit, de manière générale, une descente d'échelle de nos politiques publiques. Après, c'est toujours pareil. Il reste à savoir comment elles vont être mises en œuvre, si elles ne laisseront aucun acteur au bord de la route, si elles seront réellement suivies des faits, si elles auront les moyens tant humains que financiers. Par ailleurs, au groupe Lyot, nous n'avons de cesse de répéter qu'il faudrait aussi simplifier les normes, mais ça a été dit à maintes reprises, pour faciliter les initiatives locales. Quid donc du financement de ces COP régionales alors que les collectivités territoriales ont des capacités d'autofinancement en baisse? Je rappelle que nombre des initiatives locales exemplaires existent déjà et qu'il faudra en tenir compte. Et comme l'a très bien rappelé Xavier Bertrand lors du lancement de la COP des Hauts-de-France, on ne part pas d'une page blanche dans les territoires et notamment dans le Nord, pour citer par exemple le canal Seine-Nord. Pouvez-vous nous détailler comment vont être mis en œuvre les outils innovants annoncés tels que la boussole de la transition écologique? En quoi consiste-t-elle exactement? Pour finir, j'aimerais, en tant qu'élu du Nord, rappeler combien il est essentiel, à mon avis, pour le succès de ces COP, de privilégier des développements harmonieux sur l'ensemble du territoire, notamment en matière d'ENR. Ceci étant un gage d'acceptabilité auprès des populations concernées. Ainsi, les territoires ruraux du nord et de l'est de la France ont déjà pris largement leur part dans la transition écologique. Je veux parler des éoliennes. Avez-vous pris en considération cet aspect lors de la construction des objectifs sectoriels et territoriaux devant servir de levier aux COP régionales? Merci. Merci. Enfin, pour les Républicains, la parole est à Vincent Descoeur. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le secrétaire général, la planification écologique entre dans sa phase de territorialisation. Vous l'avez indiqué, de nombreux collègues l'ont rappelé, de nombreuses régions ont organisé leur COP régionale. À l'issue de ces COP régionales, peut-on affirmer qu'une stratégie entre l'État et les territoires a été arrêtée pour accélérer l'investissement local en faveur du climat? Au-delà des nombreux plans de transition écologique annoncés par le Premier ministre, des changements profonds s'imposent. L'Institut pour le climat a clairement signifié que l'alignement de la DGF sur l'inflation et la reconduction du fonds vert ne suffirait pas, d'où les nombreuses questions qui se posent s'agissant de la capacité à agir des collectivités. Qu'envisage de faire l'État pour aider ces collectivités à prendre leur juste part à la transition écologique, alors même que leur épargne diminue? Comment incitera-t-il ces collectivités à investir massivement d'ici 2030, alors qu'elles sont confrontées à la hausse des taux
et que la perspective d'échéance électorale ne facilitera pas leur mobilisation. Le gouvernement inversera-t-il sa position sur l'endettement du bloc local, après avoir rappelé qu'aujourd'hui il contraint leurs dépenses? Enfin, comment les élus pourront-ils mobiliser l'impôt local dès lors que l'État s'est employé à supprimer un certain nombre d'outils de fiscalité depuis 2017? Toutes ces interrogations plaident pour un renforcement du dialogue entre l'État et les territoires, mais aussi la restauration d'un lien entre le citoyen et la représentation nationale. Territorialisation ou pas, le nouveau Premier ministre l'a affirmé, on ne fera pas de l'écologie contre le peuple, ce serait paver le chemin de crise sociale. Aussi, à l'heure où s'exprime une colère légitime des agriculteurs contre l'accumulation de normes, où des interrogations demeurent sur l'interdiction programmée de location de passoires thermiques ou l'extension des zones à faible émission, une chose est sûre, le dialogue s'impose tant avec les collectivités qu'avec les citoyens. Merci, chers collègues. Merci aux orateurs de groupe de leurs questions. Monsieur le secrétaire général, je vous laisse le soin de répondre, en sachant que vous avez d'ores et déjà une petite dizaine de questions. Le temps que vous souhaitez. Fort bien. Merci à tous pour vos questions. Je vais les prendre dans l'ordre. Alors, Madame Brulebois, du coup, il y a des questions à la fois sur les sujets de comment permettre de mieux associer à la fois la maille citoyenne et la maille infrarégionale par rapport à ces COP. Donc, peut-être deux choses. D'ores et déjà, un certain nombre de préfets ont enclenché une démarche départementale en allant auprès aussi au niveau des différentes communes, intercommunalités. On a par exemple dans la région Bourgogne-Franche-Comté l'ensemble des préfets, une série de sous-préfets qui se sont mobilisés, qui ont fait le tour des intercos sur avoir une discussion une par une en fait pour pouvoir embarquer ces territoires. Je donne l'exemple de cette région-là, il y en a d'autres et donc oui, par exemple. Comme quoi. Donc de ce fait, ça montre qu'on a encore des marges de progression. Et puis il y a d'autres départements qui ont choisi aussi d'avoir des consultations citoyennes directes sur les plans d'action. C'est en centre Val-de-Loire notamment, un certain nombre de départements d'ores et déjà qui l'ont engagé, enfin, qui l'ont annoncé qu'ils le feraient dès que le projet de plan d'action serait élaboré. Donc là, ça renvoie un peu à une forme de, pour le coup, vraiment de liberté donnée à la maille de chaque territoire de s'organiser. On les a incités à faire ce genre de travaux vraiment très fins, et ça c'est important. Et puis par ailleurs, il y a de la communication directe, je dirais, qui est faite sur les différentes mesures, les différents sujets. Je pense que la cohérence de l'ensemble des plans d'action, il faut que ça soit porté par les acteurs locaux, parce que c'est pas du niveau national qu'on va faire ça. Voilà. Vous avez vu des points notamment, alors je ne relise pas tous les sujets, mais en termes d'agriculture, ce qui me permettra de faire le lien avec plusieurs des questions qu'on posait sur le sujet de la transition agricole. Et c'est clair qu'au regard de la situation actuelle, c'est un point très important. Je tiens à dire peut-être plusieurs choses. La première, c'est que depuis le début de cette planification écologique, on a très rapidement dit très explicitement qu'on avait besoin de plus d'agriculture demain pour réussir cette transition. Pour une question assez simple, qui est qu'en fait, ils ont à la fois, on a un enjeu de puits de carbone, un enjeu de biomasse, un enjeu de réduire nos pressions sur les consommations d'eau, etc., qui met à la fois l'agriculture comme étant au premier rang des solutions. Et donc de ce fait, et ça c'est un point important qu'on a partagé avec l'ensemble des syndicats agricoles assez rapidement, qu'on n'était pas dans un sujet où c'était un monde qui devait disparaître et donc de ce fait il fallait gérer une décroissance. C'est pas du tout le sujet. C'est vraiment, on a besoin de beaucoup plus d'agriculture demain avec un certain nombre de changements, d'évolution de pratiques, etc. Mais donc quelque part c'est un monde d'opportunités, j'allais dire, qu'il s'agit de saisir avec les acteurs de l'agriculture. Et donc ça, le point de départ est assez fort là-dessus. Deuxièmement, on a pris soin dans cette planification d'avoir un effort différencié des différents secteurs, de façon aussi à intégrer les particularités de chacun et de façon à ce que ça soit proportionné et faisable. Et donc, je vous remets très rapidement du coup le petit graphique qui montre l'effort relatif. En vert, là, c'est le secteur agricole. Vous voyez bien qu'en termes de marche à franchir, du coup, elle est bien plus faible en agriculture que dans les autres secteurs. Donc, depuis le début, on a intégré, et ça, c'est pas dans la crise il y a 48 heures qu'on a modifié ce graphique-là, on l'a mis sur la table depuis le début des travaux de planification, avec un effort différencié. Et cet effort-là, quand on rentre dans le détail,
il repose sur plusieurs choses que je voudrais dire très clairement. Il y a un levier important qui est sur le machinisme agricole. Et donc, du coup, comment est-ce que le diesel qui est utilisé dans les tracteurs, dans les bâtiments d'élevage, etc., il est progressivement remplacé par autre chose, dont une partie de biocarburants qui sont eux-mêmes produits par la filière. Et donc ça explique une partie de cette baisse. Il y a un deuxième sujet aussi qui est le sujet des grandes cultures. Et donc là, on a notamment des leviers extrêmement concrets qui vont être les couverts végétaux, qui vont être la façon aussi, donc qui vont permettre non seulement de faire de la capture de carbone, mais aussi de réduire le besoin en engrais minéraux azotés extérieurs qu'on apporte dans la mesure où on a, par les cultures intermédiaires, un certain nombre d'engrais organiques, quelque part, qui sont déjà sur pied. C'est aussi le développement d'un certain nombre de haies qui vont à la fois contribuer à la production à la capture du carbone, à la production de biomasse, etc. Donc on a identifié un certain nombre de leviers très concrets. Et je voudrais terminer ces leviers par le sujet de l'élevage pour lever toute ambiguïté. C'est-à-dire que on n'est pas, depuis le début, alors, ce qu'on observe historiquement, c'est une baisse de la décapitalisation, une baisse de l'élevage. Le plan, dans les sous-jacents, il conduit à enrayer cette baisse de l'élevage, du coup, en France. Mais néanmoins, il y a quand même une baisse des émissions de gaz à effet de serre, et là, je pense qu'il faut qu'on soit précis dans les termes. C'est-à-dire que par la façon de conduire les troupeaux, l'alimentation animale, et aussi en prenant en compte une dimension d'empreinte carbone et pas simplement d'émissions directes, parce qu'il ne faut pas tomber dans l'hypocrisie, du coup, de se dire que je baisse les émissions nationales, mais par contre que je me mets à importer de la viande et donc des émissions extérieures qui seraient apportées sur le pays. On arrive, du coup, en ayant ces composants-là, à avoir une baisse unitaire du secteur de l'élevage, sans avoir, du coup, tout en étant totalement cohérent avec nos enjeux de souveraineté alimentaire. Et ça, je pense que c'est très important, du coup, de le dire explicitement. Ça nécessite, il est vrai, de rentrer un peu dans le détail des choses, de rentrer en distinguant aussi les secteurs, à la fois le secteur bovin, de la volaille, du porc, qui ne sont pas les mêmes configurations. Ce qui me donne l'occasion de le dire aussi, on aura l'occasion de le publier, je pense, avant le Salon de l'agriculture. Il y a un travail qui a été engagé sur cette notion de souveraineté alimentaire et ce qu'elle recouvre. Parce que derrière ce mot, qui est un mot sur lequel je pense que tout le monde se réunit, il y a des exceptions et des interprétations qui peuvent être très différentes. Et qu'est-ce qu'on entend exactement et quelle est la situation du pays par rapport à tout ça? Vous avez, monsieur le député, vraiment souligné qu'on avait une stagnation de la production qui est du coup consacrée au niveau européen. En fait, elle est au niveau français. La réalité, c'est que du coup, on a eu une forte accélération après la Seconde Guerre mondiale parce que c'était le programme du coup de la reconstruction et donc on a introduit de l'engrais, du machinisme, des phytosanitaires, etc., qui ont permis de gagner fortement en rendement. Là maintenant, ça fait maintenant effectivement pas mal d'années qu'on a atteint ces gains, qu'on les a révélés. Et donc maintenant, effectivement, la production, elle stagne, mais du coup, le point important, c'est qu'on n'a pas eu de baisse de la production agricole française au cours des dernières années. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des changements entre les filières. C'est-à-dire qu'il y a eu concrètement des choix qui ont été faits par un nombre d'acteurs, et notamment de baisse des surfaces en maraîchage, en arboriculture, en prairie, et d'augmentation des surfaces en céréales notamment, mais pas que. Et donc de ce fait, il y a eu une stratégie de ces filières économiques-là agricoles d'augmenter les exports sur un certain nombre de segments. Et donc, c'est très simple, hein, la production étant constante, les exports augmentant pour des questions commerciales, il y a eu en contrepartie les surfaces, du coup, notamment céréalières, augmentant au détriment d'un certain nombre de prairies d'élevage et puis de production fruits et légumes. Il y a eu de fait une plus grande importation des produits d'alimentation quotidienne en conséquence. Mais le productible français, agricole français, lui, ne s'est pas réduit, il est toujours là, il n'a pas été dégradé. C'est simplement qu'il y a eu des choix de filières qui ont été faits, on conduit à ça. D'où la nécessité d'agir résolument là-dessus, d'agir en se disant trois choses. En se disant, il y a des segments des filières sur lesquels on a été trop loin, et il faut du coup, donc c'est des plans de souveraineté en matière de fruits et légumes, en matière d'élevage, c'est des plans qui ont été engagés par le gouvernement. Marc Fesneau est en train notamment de les muscler sur la partie élevage, et qui conduisent sur ces productions-là, du coup, à reproduire en France des volumes plus importants pour rattraper ce mouvement qui n'est pas un mouvement de perte de notre productible agricole français, qui est un mouvement d'une stratégie du coup de commercialisation qui a été différente. Deuxième élément, d'être vigilant aussi, et ça c'est tout le choc de simplification qui a été engagé par le Premier ministre au cours des derniers jours pour qu'on puisse avoir de la remise en cohérence, parce qu'il y a un certain nombre d'injonctions contradictoires sur plein de sujets très pratiques et qui nécessitent d'être simplifiés drastiquement. Donc ça, ce chantier, il a été engagé.
Troisièmement, du coup, en termes de règles commerciales, d'être intransigeant du coup sur les contrôles, les contreparties. Donc à la fois, on signe des accords commerciaux quand il y a des contreparties. Nouvelle-Zélande, par exemple, on ne les signe pas quand elles sont insuffisantes, par exemple Mercosur. Ça, je pense que les choses ont été clairement dites. Et un certain nombre de contrôles à la fois à l'importation, de contrôles sur les négociations commerciales, de façon à pouvoir respecter les lois que vous avez votées et qui sont les lois Egalim, notamment, qui permettent de rééquilibrer les relations commerciales. Et j'ajoute un dernier point, qui est que les agriculteurs sont les premières victimes du changement climatique. Et donc le dernier enjeu, c'est d'arriver aussi à ce que cette transition agricole, elle se fasse de façon à ce que l'agriculture soit plus résiliente. Quand on fait des couverts végétaux, quand on fait des haies, quand on fait... on améliore en réalité la résilience du système, parce que par exemple un couvert végétal, pour donner cet exemple-là, quand il pleut, il stocke l'eau et elle s'évapore beaucoup moins, ça permet de sauter du carbone, ça permet de nourrir les sols, et on a des pratiques qui sont comme ça un peu plus résilientes. C'est un long chemin qui va nécessiter du coup un accompagnement très fort. Le gouvernement a mis sur la table plus d'1 milliard d'euros supplémentaires parmi les 10, il y en a plus d'un qui est consacré du coup à l'agriculture, à cet accompagnement de la transition. Et donc voilà, quelques éléments. Je ne prétends pas là en quelques minutes avoir fait le tour du sujet, mais pour répondre à un certain nombre de points que vous avez posés. Sur la partie, Madame Couturier, sur la partie notamment de sobriété, qui était un point important. Dans ce que je vous ai montré, il y a d'ores et déjà une part importante de sobriété qu'on a mis sur la table. Dans les petits carrés que je vous ai montrés là, il y a 20%, c'est de la sobriété, et donc du coup de baisse des émissions qui sont liées à des actions de sobriété. Et il y a 20% qui sont liés à de l'innovation, et 60% qui est la généralisation de solutions qui sont déjà sur la table, qu'on généralise. Et ça, c'est important d'avoir ça en tête, c'est-à-dire qu'on n'est ni dans la caricature du technosolutionnisme, ni dans le tout sobriété, parce que c'est aussi, je pense, une illusion de penser qu'on arrivera juste par la sobriété à baisser l'ensemble de nos émissions. Donc là, on a un plan qui est assez équilibré, et ça va continuer après, ça c'est jusqu'à 2030. Post-2030, il y aura probablement à la fois et un peu plus d'innovation et un peu plus de sobriété, de façon à pouvoir boucler le dispositif. Vous avez indiqué aussi, vous avez pris quelques exemples, ce que vous avez mis comme incohérence, je pense au Lyon-Turin, au projet de biomasse, etc. Et là, je voudrais peut-être renvoyer un peu les interrogations, c'est-à-dire qu'on voit bien que pour pouvoir réussir notre décarbonation, on va avoir besoin, avec modération, d'un certain nombre de bioénergies, d'un certain nombre de biomatériaux, et qui vont nécessiter qu'on construise ces filières. Donc il y a des mauvais projets de chaudières biomasse parce qu'ils ont été mal conçus, qu'ils ont des plans d'approvisionnement qui sont pas terribles, et donc je ne dis pas que toute chaudière biomasse est bien. Par contre, on va avoir besoin de projets de biomasse et de chaufferie biomasse dans certains cas, on va avoir besoin de biogaz, et donc il faut qu'on trouve les voies et moyens de cette conciliation, et je pense qu'elle est possible, et elle va dans la modération qu'on a avec des plans d'approvisionnement sérieux. Pareil sur la question, vous avez dans votre intervention à la fois dit dénoncer le Lyon-Turin et à la fois appelé à plus de fret. Du coup, là, je pense qu'il y a un enjeu fret ferroviaire qui est un point important. Non, mais alors, du coup, je m'explique là-dessus, mais je pense que David Valence aussi connaît, on a beaucoup travaillé ce sujet-là. Donc, il y a un objectif qui est clairement affiché de doublement du fret ferroviaire qu'on outille. Il y a des sujets qui sont immédiats sur lesquels on a à la fois en termes de plateforme multimodale, c'était le plan de relance, on a mis 1 milliard sur la table sur le fret ferroviaire, on a développé les plateformes multimodales. On est en train de retravailler, et maintenant les chantiers sont en train d'être menés pour pouvoir avoir des itinéraires de fret ferroviaire qui soient sécurisés pour qu'on ait des sillons sécurisés. On a du coup, on a travaillé, donc là on vient d'avoir un accord sur le financement des études d'accès du Lyon-Turin pour pouvoir augmenter aussi le transit ferroviaire et dégoulotté. Il faut à la fois gérer le court terme et le moyen terme. Sur le ferroviaire, je termine sur ce sujet-là, qui était une des questions qui était posée d'ailleurs un peu plus tard sur le sujet plus généralement des transports en commun et du coup de la part ferroviaire. On a eu, avec les 100 milliards et la consistance du 100 milliards, c'était une question qui était posée par Gérard Le Seul, je crois, sur la partie du plan ferroviaire. On a à la fois, dans ces 100 milliards, c'est des vrais 100 milliards avec des vraies actions qui sont derrière. À la fois sur les petites lignes, pour reprendre, qui n'est pas sans lien avec le fret ferroviaire. On a eu, dans le cadre des CPER, une contractualisation systématique avec les régions pour traiter l'ensemble du capillaire, à la fois de petites lignes, qui soient fret d'ailleurs ou de transport de marchandises. On a aussi, du coup, la régénération dans le plan qui a été maintenant voté. On monte à 3 milliards, c'est une progressive jusqu'à la fin du quinquennat, mais 3 milliards d'euros par an de régénération. Ces 100 milliards, ils permettent aussi de financer les RER métropolitains avec toute la phase d'études qui est d'ores et déjà engagée. Ils permettent aussi de cofinancer un certain nombre de projets, par exemple sur la ligne ferroviaire PACA de LGV, qui est cofinancée avec les collectivités. Donc on a du très concret autour de cet investissement ferroviaire que je voulais signaler. Après, M. Cosson, sur la partie
énergie notamment. Alors, il y avait deux choses. Et ça, je pense que je ne l'ai pas assez précisé, vous avez raison de m'interroger là-dessus, qui est ce plan-là, il intègre dès le début le fait qu'on veut par ailleurs continuer à augmenter l'activité économique du pays et que par ailleurs, on va avoir besoin du coup de réindustrialiser. Et donc, on intègre dedans des besoins énergétiques nouveaux, des besoins en matières premières, etc., pour pouvoir faire ce plan et faire ce bouclage-là. Donc oui, on l'intègre et on fait en sorte que ça soit compatible. Et par ailleurs, on en tire les conséquences aussi en matière d'emploi et de compétences. Je ne voulais pas le montrer là, on aura des genres de publications que je vous transmettrai aussi. Quels sont les emplois qui sont concernés, quels sont les besoins nouveaux qui sont associés à cela, et comment est-ce qu'on travaille les filières de formation, d'ores et déjà, pour y arriver. Et donc là, et ça c'est fait du coup au niveau national, mais c'est aussi un des sujets, un des chapitres importants de la territorialisation, puisque là, on parle tout de suite bassin d'emploi, et c'est à cette maille-là que ça se regarde très concrètement pour voir comment on le développe. Il y avait ensuite, sur les questions de programmation énergétique, toujours monsieur Le sur ce point-là. Alors, je pense qu'il faut être... le gouvernement a toujours été très clair, et c'est depuis notamment les travaux de 2019 qui ont permis de poser cet équilibre entre sobriété énergétique, énergie renouvelable et électricité nucléaire, juste sur la partie électricité, sur le fait qu'on avait besoin de plus d'électricité demain, dans des proportions modérées 2030, de plus en plus importantes jusqu'à 2050, et qu'il n'y avait pas de débat sur le fait que toute la production d'électricité supplémentaire à l'horizon 2035, c'était exclusivement des énergies renouvelables, et donc il fallait drastiquement accélérer, et on a donné des objectifs très quantifiés et qui sont très ambitieux, développement avec un accent sur le photovoltaïque, l'éolien en mer notamment. Et ça se combine avec, par ailleurs, le nucléaire. Et donc ça, le gouvernement, depuis le début, a toujours été très clair, a annoncé les chiffres, on a remis en consultation une PPE. Donc il n'y a pas de débat sur notre ambition en matière d'énergie renouvelable, sur lequel, et par ailleurs, à cet appui-là, la loi d'accélération des énergies renouvelables, toute la planification qui est demandée au préfet avec la zone d'accélération, est totalement aussi cohérente avec ce point-là. J'en profite du coup pour vous remontrer ça, c'est quand même important, c'est l'évolution du mix énergétique qui relève du plan. On voit qu'on a à la fois une grosse baisse d'énergie fossile, c'est la deuxième colonne que vous voyez ici, et on a une augmentation de la production d'énergie décarbonée. C'est pour moins de la moitié de l'électricité. Il ne faut pas jamais résumer la question énergétique juste à l'électricité parce qu'on loupe une grosse partie du sujet. Et l'électricité, à l'horizon 2030, c'est exclusivement des énergies renouvelables supplémentaires, puisque du coup, il n'y a aucune centrale nucléaire qui sera... Ça intègre déjà le fait que Flamanville est déjà en service dans les chiffres, parce qu'on l'avait à l'horizon 2030. Bon, c'est la seule augmentation, et le reste, c'est purement de l'électricité ENR. Et il y a surtout après une partie biomasse et une partie chaleur, géothermie de surface notamment. Il y a eu ensuite les questions sur l'accès aux aides et l'accompagnement de Madame Violard. Alors là-dessus, il y a plusieurs segments en fonction des publics quelque part. Donc le sujet, il y a déjà, le gouvernement a mis en place une simplification assez forte des aides pour les entreprises, et les petites entreprises notamment, pour qu'on ait un guichet le plus simple possible. Sur la partie territoriale, avec Christophe Béchu, il y a un gros travail qui est fait sur l'ingénierie territoriale, comment est-ce qu'on simplifie le nombre incroyable d'offres de guichets, etc., avec le guichet unique du préfet et du sous-préfet, qui permet du coup d'être une porte d'entrée. On a après, pour les citoyens, de l'accompagnement individuel. Je pense à l'exemple de mon accompagnateur Rénov, qui accompagne individuellement les citoyens, et ça c'est depuis le 1er janvier 2024, c'est tout récent. Laissez-nous au moins le temps que ça monte en puissance. Et par ailleurs, on travaille aussi sur des outils de simplification d'accès aux aides. On aura l'occasion de revenir vers vous sur ce point-là. Sur peut-être les questions de Madame Pochon. Alors, peut-être sur le contentieux au tout début, parce que vous m'interpelliez aussi sur ce point-là. Je redis quand même, parce que du coup, le Conseil d'État, après avoir ouvert le cas, a refermé du coup le cas sur le contentieux sur le passé. Donc du coup, le sujet est réglé quelque part sur ce retard-là. Et sur celui qui est sur l'avenir, du coup, il a à la fois ouvert le cas, parce que ça avait été le cas au moment où ça a été déposé, et néanmoins, à un moment donné, il devait se prononcer des astreintes. Le Conseil d'État a considéré que le plan du gouvernement, il était suffisamment crédible pour ne pas prononcer d'astreinte, c'est ce qu'il a dit dans sa décision, mais qui nous mettait sous surveillance, entre guillemets, parce qu'il fallait qu'on délivre le plan de façon à ce qu'on puisse atteindre l'ambition. Donc là, quelque part, on y est. C'est la preuve que du coup, je suis désolé, je suis un peu long, vous voyez, que du coup, on a un plan d'action qui est à la hauteur, et ça, je pense que le Conseil d'État l'a reconnu, et que maintenant, tout l'enjeu est de le suivre et de le délivrer. Encore une fois, là, les chiffres qu'on a de réalisation, c'est l'année 23, et elle est bonne, du coup, parce qu'on a une baisse de 4,6% de nos émissions de gaz à effet de serre. Donc après, je m'inscris totalement, alors bien sûr en faux, sur les sujets de mépris de territoire. C'est-à-dire que, encore une fois, la démarche avec laquelle on rentre, c'est vraiment une démarche extrêmement humble en se disant
Beaucoup de choses ont été engagées, il n'y a pas de solution homogène partout, donc on part par contre avec un point de départ de discussion, parce qu'il vaut mieux partir avec quelque chose plutôt que rien, et de construire ces solutions-là. Donc ça, très clairement, on construit avec, on ne cherche pas du tout à opposer à la fois les territoires entre eux, ni même rural, urbain, etc. Et ça, je pense que c'est important. Et sur vos questions à la fois en termes d'adaptation, du coup, on intègre, donc là il y a le PNAC qui est en cours de révision au niveau national. Ces sujets d'adaptation, on les intègre aussi dans les sujets de territorialisation. Pour l'instant, ils montent du coup avec les demandes des territoires, on va les accompagner. Je ne suis pas sûr encore qu'un service public d'adaptation soit forcément la seule ou la meilleure solution. C'est la discussion qu'on doit avoir encore. Je pense qu'il y a plein de sujets dans l'adaptation, donc il faut tous étirer. Et puis, voilà. Sur les questions de monsieur Bricout, il y avait notamment le sujet, alors vous avez dit, hein, on ne part pas d'une page blanche, du coup, ce qui était la citation de Xavier Bertrand, qui est aussi celle que j'ai donnée en début de séance, c'est-à-dire que, encore une fois, c'est très clair sur le fait de dire, on ne cherche pas à réinventer tout ce que les collectivités locales ont déjà engagé. On part de tout l'acquis de ce qui a été engagé, on cherche à regarder est-ce qu'il y a des choses à accélérer et comment est-ce qu'on les accompagne. Et quand on les accompagne, donc la boussole que vous avez évoquée, c'est un des outils qui permet notamment de donner une appréciation environnementale sur un projet porté par une collectivité pour voir à quel point est-ce qu'il est aligné avec les actions de transition ou pas. Et derrière, il y a la grosse sujet du financement. Et donc là, vous êtes plusieurs à nous avoir posé des questions sur le financement. Là, je voudrais dire, donc il y a effectivement le I4CE qui a fait des chiffrages sur le besoin d'investissement qui était nécessaire. Je tiens tout de suite à dire que le sujet du financement, il ne se limite pas à l'investissement, c'est un sujet investissement et fonctionnement, parce qu'assez vite, on voit qu'il y a des enjeux, notamment de coût de l'énergie, de frais de fonctionnement, qu'on intègre dès le début de la réflexion. Il ne faut pas la limiter uniquement aux questions d'investissement. On a 4 ingrédients pour faire dispensation de ces projets-là. On a à la fois des sujets de ressources propres de collectivités. J'insiste sur le fait qu'il y a d'ores et déjà des sujets nouveaux qui ont été mis sur la table. Quand, par exemple, on permet la création de sociétés de financement pour des projets d'infrastructure ferroviaire, et donc, du coup, avec du financement local qui permet de le financer, je sais pas, sans lien avec la PPL sur les RER métropolitains notamment, mais d'autres aussi sur les LGV, etc., on apporte, c'est déjà un début de solution ad hoc sur un projet donné, sur des ressources nouvelles. Il va y avoir des sujets de réallocation aussi de financement. C'est pour ça que tout ce que vous avez voté avec les budgets verts des collectivités va être important aussi pour pouvoir documenter ce travail de réallocation un peu de la dépense publique côté collectivité. Il y a aussi des sujets d'utilisation de la dette. Et là, je pense qu'il faut qu'on se dise des choses assez clairement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des seuils qui existent sur l'endettement. Quand on regarde les données sur l'endettement réel des collectivités, il y a tout un nombre de collectivités qui ont des marges encore. Donc avant même de parler de bouger les seuils, etc., il y a déjà utilisé un certain nombre de marges de manœuvre qui existent au niveau local et qui ne sont pas forcément utilisées là-dessus. Et puis après, il y a un parti soutien de l'État. C'est pas, donc il y a le fonds vert, bien sûr, 2,5 milliards pérennisés. Mais il n'y a pas que le fonds vert, c'est-à-dire que dans les 10 milliards qu'on a mis sur la table en 2024, il y a une très grande partie des 10 milliards qui vont directement sur les territoires, parce qu'ils vont cofinancer les CPER, et ça c'est pas dans le fonds vert, c'est en plus, parce que ça va financer des rénovations des gens qui sont sur vos territoires avec ma prime rénov', avec les bonus, etc. Donc il y a quasiment tout l'argent des 10 milliards se retrouve du coup en financement concret dans les territoires sur ce besoin-là. Donc ça, je pense que c'est un point qui est très important. Voilà peut-être en réponse à vos différentes questions. Merci pour vos éléments de réponse. Nous avons d'ores et déjà une petite dizaine de questions. Monsieur Damien Adam. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur Payon et messieurs, dames d'être avec nous cet après-midi. La réduction des émissions de gaz à effet de serre en France est en marche. Et je pense que c'est important de le rappeler parce qu'il y a trop de nos concitoyens qui n'ont pas conscience que notre pays a fait des efforts et sur une dynamique positive, puisqu'entre 1990 et 2022, les émissions ont baissé de 25% et la baisse s'accélère depuis 2017, notamment par nos choix politiques. Sur les 3 derniers trimestres, vous l'avez rappelé, la baisse est de 4,6%. Sur la territorialisation de la planification, j'ai été très heureux pour ma part de participer à la COP régionale de Normandie, où les acteurs ont pu s'exprimer. Et je voudrais d'ailleurs revenir là-dessus, parce que je pense que les questions qui ont été soulevées par les acteurs, les élus ou les représentants associatifs en Normandie, et j'imagine dans les autres régions, sont, à mon avis, extrêmement intéressants pour nous, parlementaires. Est-ce qu'il est prévu d'avoir un peu un document synthétique des différents sujets abordés, et ce qui était présent dans chaque région, et des éléments peut-être spécifiques par région? Ça serait à mon avis très précieux pour travailler pour la suite en tant que parlementaire. Merci beaucoup. Merci. La parole est à Jean-Luc Fugit.
Merci Monsieur le Président. Alors Monsieur le Secrétaire Général, vous êtes chargé d'assurer la cohérence et le suivi des politiques à visée écologique, d'initier, de cadrer donc la mobilisation des ministères et parties prenantes. Alors moi j'ai 3 questions précises à vous poser. Je me suis rendu hier à Evolution, donc, qui regroupe sur 3 jours à Paris donc 500 partenaires nationaux et internationaux qui croient au rôle de l'hydrogène dans le cadre de la stratégie de sortie progressive des énergies fossiles. Alors, pouvez-vous nous indiquer comment la planification écologique, notamment dans les territoires, intégrera dans les objectifs de la stratégie nationale hydrogène dont la révision sera bientôt fixée? Deuxième question, récemment au Conseil supérieur de l'énergie que je préside, nous avons examiné et amendé le décret relatif au développement de l'agrivoltaïsme, sujet qui divise dans nos territoires ruraux. Donc, pouvez-vous nous préciser votre approche du développement territorial de l'agrivoltaïsme? Et enfin, que ce soit pour accélérer le développement des énergies renouvelables ou la relance du nucléaire, ne pensez-vous pas nécessaire d'envisager un travail spécifique pour orienter l'offre de formation de l'enseignement supérieur vers les métiers que proposent ces secteurs? Là aussi, est-ce que ce ne serait pas l'occasion d'une question de planification? Merci. La parole est à Sophie Panonacle. Oui, merci, Monsieur le Secrétaire général. Je vous avais interrogé en juillet 2023, souvenez-vous, sur l'adaptation des territoires littoraux au changement climatique. Pour moi, le volet adaptation est absolument indispensable. On y travaille donc au sein du CNTC par rapport justement à l'érosion côtière. On y travaille aussi au sein de cette commission par rapport à l'adaptation des forêts, des politiques forestières au changement climatique. On parle beaucoup d'atténuation. Atténuation, ça signifie effort de la part de nos concitoyens. Vous nous l'avez dit il y a tout à l'heure. Adapter signifie protéger aujourd'hui les populations face aux dangers du changement climatique. Donc, dans votre document sur la territorialisation, qui est une bonne chose, je pense, comment on pourrait... d'après vous, quel levier, puisque vous parlez des leviers de l'atténuation, quel levier vous pourriez encourager pour accompagner justement l'adaptation? Merci. Merci. La parole est à Stéphane Buchon. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Secrétaire général, lors de votre audition en juillet dernier, vous nous aviez présenté une feuille de route au sein de laquelle vous évoquiez la loi de programmation énergie-climat qui comprend le 3e plan d'adaptation au changement climatique. Je vais moi aussi évoquer le sujet de l'érosion côtière, du recul du trait de côte, dont on voit évidemment les effets depuis plusieurs années, à l'aune des tempêtes de fin d'année qui se sont déroulées sur nos littoraux. On a encore pu constater de nombreux dégâts. Je pourrais parler de ceux dans ma circonscription, en particulier sur l'île de Noirmoutier. Je pourrais aussi évoquer ce qui s'est passé il y a encore à peu près 1 an, avec évidemment l'avancée de la mer et la destruction symbolique de l'immeuble Le Signal à Soulac-sur-Mer. Cette problématique, encore une fois, elle est extrêmement prégnante. Vous êtes en charge de la planification écologique, Sophie le rappelait, face au changement climatique. Concrètement, dans le plan, des mesures sont-elles prévues pour répondre à ces défis spécifiques de nos territoires littoraux face à ces mouvements inexorables et donc faire face à leurs conséquences? Merci beaucoup. Merci. La parole est à Madame Laurence Edelgayer. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, mes chers collègues. Aujourd'hui, les fédérations des centres sociaux et socioculturels ont fermé leurs portes pour éviter de les fermer toujours. Parmi les difficultés qu'ils rencontrent, l'une d'entre elles concerne l'augmentation de leurs frais de fonctionnement, et plus particulièrement pour l'énergie. En effet, souvent, ces centres sont hébergés dans des passoires thermiques. Aussi, la rénovation énergétique et l'utilisation de ces bâtiments auraient le double mérite de réduire nos émissions de CO2 et les frais de fonctionnement de ces structures, leur donnant ainsi un peu de marge. Comme la moitié de ces bâtiments, et dans notre pays, sont des bâtiments publics ou appartiennent à des collectivités locales, pouvez-vous m'indiquer la façon dont les collectivités locales pourraient se saisir de l'enveloppe de 5 milliards d'euros consacrée à la rénovation énergétique et planifier ce type d'investissement? Merci. Merci. La parole est à David Valence. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, simplement pour rebondir d'abord sur ce que vous évoquiez sur le fret ferroviaire et répondre à notre collègue Gérard Le Seul en disant que ce que le COI avait recommandé en rythme est absolument tenu dans les lettres de mission qui ont été envoyées au préfet de région, puisqu'il était recommandé d'être à peu près à 1 milliard d'efforts d'État, 1 milliard d'efforts des collectivités territoriales sur ce CPER. C'est très exactement le montant, 930 millions, qui a été communiqué au préfet de région et sur les bases desquelles des discussions se sont engagées. 2 questions.
La première, peut-être une demande de précision sur l'association des acteurs du monde privé et de l'économie à la conduite effective de ces COP et à la définition de leurs objectifs. Et puis peut-être que vous nous donniez quelques exemples significatifs de différences entre régions dans la modulation des différents secteurs qui peuvent contribuer à la réduction de notre empreinte carbone. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Catherine Couturier. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Pillon, je veux revenir sur un point que vous avez abordé, c'est la question justement de la forêt. Comme vous le savez, ça a été dit, avec Sophie Panonac, nous avons mené une mission sur cette question-là et une proposition de loi a été déposée, qui est signée aujourd'hui par des députés de 7 groupes. Et justement, quel regard vous avez justement sur ces objectifs d'adapter nos forêts au changement climatique, qui vont compter pour beaucoup, notamment dans la question de la captation carbone et justement des sols. Parce que, bon, je ne développe pas là l'importance de la préservation des sols en matière de biodiversité. Et du coup, personnellement, sur ma circonscription, à l'heure actuelle, nous avons un projet d'usine appelé qui, avec des objectifs et qui se multiplie avec d'autres projets, notamment pour alimenter les chaudières à plaquettes, qui, si on les prend une par une comme ça, ça pose pas de souci, mais quand il y a un cumul sur un territoire, ça devient un vrai problème. Et donc les objectifs ne se compensent pas, au contraire, s'aggravent. Merci. La parole est à Jimmy Pain. Merci, Monsieur le Président. Ce serait juste une remarque et vous remercier, Monsieur Payon, pour cet exposé. Puis c'est une remarque que je ferai à nos oppositions. Madame Couturier, vous avez parlé de planification. Là, on a un vrai outil de planification. Est-ce qu'on n'est pas capable de s'entendre, de prendre un peu de temps encore s'il le faut, pour s'entendre vraiment sur cette planification et de s'y donner nos objectifs? Non, mais écoutez, je m'adresse à vous parce que je sais qu'avec vous, on peut travailler, j'espère, de temps en temps. Et donc, vraiment, c'est ça l'idée. C'est est-ce qu'on peut se servir de cet outil-là? Parce que j'en reviens un petit peu à la crise paysanne actuelle. Moi, elle me fait peur, cette crise paysanne, parce que je ne voudrais pas qu'on revienne quand même sur certains acquis environnementaux qu'on a eus. Je vois les histoires des haies. Vous nous parliez des haies. On veut nous faire qu'une seule solution pour les haies. Nos haies bretonnes n'ont rien à voir avec les haies du Sud et ainsi de suite. Donc, est-ce qu'on peut se mettre d'accord? Est-ce qu'on pourrait vraiment avoir un vrai beau projet commun pour que peut-être dans la prochaine loi de planification écologique, nous puissions porter cette planification sur laquelle vous avez tous travaillé. Merci. L'honnêteté m'oblige à vous dire que je ne sais pas si c'est M. Pellion qui peut répondre à votre question. Mais... Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions, chers collègues? S'il vous plaît, est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions. Monsieur Pellion, la parole est à vous. Merci, Monsieur le Président. Peut-être pour répondre d'abord à Damien Adam sur sa question. Alors, il y a deux choses que je propose. La première, c'est qu'on a fait un document un peu assez précis qui reprend tous les leviers un par un pour dire comment on fait concrètement, ça embarque quels acteurs, etc., qu'on va vous partager aussi. Et je pense qu'il peut être un outil utile là-dessus. Et deuxièmement, et on en parlait avec le président qu'on s'est vu récemment, une offre de service du coup qui est dans vos circonscriptions aussi, d'avoir une approche avec ceux qui le souhaitent pour rentrer dans le détail de vos circos et travailler le plan d'action qui ne sera pas quelque chose qui soit dissocié de l'ensemble des différents travaux qui sont menés par les collectivités, mais donner du coup le zoom de ce qu'on en a compris, des différents sujets, etc. Donc on est à votre disposition pour cela. Pour répondre du coup à Jean-Luc Hugit sur ces différentes questions, alors à la fois sur, je vais les prendre dans le... Je te remercie. L'hydrogène d'abord, peut-être. Donc l'hydrogène, on a dans le plan, alors je remonte le petit graphique là. Donc du coup, l'hydrogène à l'horizon 2030, ça reste des volumes qui, par rapport à l'ensemble des énergies, sont assez faibles.
Par contre, on prépare le futur, du coup, et ça, c'est absolument indispensable, avec un usage prioritaire qui est l'usage industriel, et donc qui va tirer les consommations et les substitutions, avec un effort massif qui doit être fait sur les modalités de production, parce que pour l'instant, la production d'hydrogène, elle est chère, elle est très chère, et donc du coup, il faut qu'on arrive, non pas à la subventionner massivement pour qu'elle paraisse moins chère, mais qu'on arrive à ce qu'économiquement, on arrive à produire de l'hydrogène moins cher. Ce sera la condition après du passage à l'échelle de demain, et donc on n'a pas encore passé cette étape-là. Et après, on est très pragmatique sur les écosystèmes qui se déroulent autour. C'est-à-dire, à l'occasion de la production d'hydrogène pour l'industrie, on a fait de la production d'hydrogène en France. Et donc, on a un électrolyseur. Et dans ce cas-là, c'est la bonne occasion de développer des usages autour, donc par exemple de mobilité, etc., qui peuvent se développer. Mais il y en a un point important à franchir ensemble qui est, déjà, est-ce qu'on a les solutions d'un hydrogène acceptable économiquement ? Et c'est pour l'instant, ce n'est pas le cas aujourd'hui encore. Donc du coup, il faut encore y progresser. Sur l'agrivoltaïsme, qui suscite effectivement beaucoup de réactions. Peut-être dire d'ores et déjà que ça reste du coup une part extrêmement faible du coup du photovoltaïque. C'est-à-dire que de façon très claire, on ne met pas entre les mains de l'agrivoltaïsme le succès du développement des énergies renouvelables. Et donc voilà. Et heureusement, d'ailleurs, c'est souhaitable comme ça. De ce fait, dans les calculs qui peuvent être faits, je vous donne des ordres de grandeur, mais qui placent les choses. On considère que du coup, si à la fin, on a une dizaine de milliers d'hectares de panneaux photovoltaïques, du coup, sur des terres agricoles improductives, c'est bien le maximum de ce qu'on pourrait avoir au total. 10 000 hectares rapportés à 26 millions d'hectares de surface agricole utile. Et vous voyez du coup qu'on n'est pas du tout en train de dire que là, on va aller perdre massivement du productible agricole pour pouvoir faire du photovoltaïque. Néanmoins, il peut être pertinent dans certains cas, dans des poches un peu précises, déterminées, d'avoir du développement très encadré de cet agrivoltaïsme. Ça peut d'ailleurs participer au bouclage financier d'un certain nombre d'exploitations qui sont en transition en apportant un revenu supplémentaire. Par contre, il faut très clairement, et ça l'encadrement a été très clair là-dessus, que ça ne se substitue pas, que ça reste productif, du coup en termes agricoles, et que ça reste du coup aussi en proportion restreinte par rapport à l'ensemble de la surface, donc c'est très encadré au final. Donc c'est ça la vision qu'on en a, c'est-à-dire que ça peut localement répondre à des problèmes, c'est pas une solution massive, c'est extrêmement encadré là-dessus. Et puis après, il y avait le sujet de la formation et de l'orientation. Je vous montre du coup, parce que je suis venu avec, et puis on a un travail qui a été fait sur l'ensemble des emplois. On aura l'occasion de le publier. On a fait le travail du coup de régrégation en disant tous nos secteurs de la transition, à la fin, ça touche combien d'emplois aujourd'hui. Et donc là, on a à peu près 8 millions d'emplois aujourd'hui sur le territoire qui correspondent aux filières qui sont concernées par la transition. Derrière, il y a un travail qui est fait de se dire, entre les départs à la retraite, du coup, le renouvellement des générations et les besoins d'accroissement, qu'est-ce que ça donne? Et donc, du coup, le besoin de personnes formées, quel est-il en fonction des différentes filières? C'est très macro ce que je vous donne là. Et ça s'appuie, et je m'arrêterai là, par ailleurs, par des travaux qui ont été faits dans chacune des branches, et qui ont pour l'instant une maturité différente suivant les branches. Vous avez ici, là, le panorama de toutes les principales branches concernées, avec notre appréciation, qui vaut ce qu'elle vaut encore à ce stade-là, parce que c'est un travail en cours, de se dire quelle est la maturité du travail de GPEC qui a été fait dans chacune des branches, avec deux questions. Est-ce qu'elle est cohérente dans la programmation avec les enjeux de planification écologique tels qu'ils ont été exprimés? Et deuxièmement, quel est le niveau de maturité de cette programmation-là? Ça, à ce stade-là, ce n'est pas des données qu'on a rendues publiques, du coup, mais je vous les partage ici. Et ça répond, je crois, du coup, à une des questions que vous aviez. Ensuite, il y a deux questions sur Sophie Panonacle et puis de monsieur Buchou sur les questions de l'adaptation. Donc clairement, dans la première version du plan, on était encore incomplet en matière d'adaptation au changement climatique. C'est-à-dire, on a évoqué le sujet. Depuis le début, on dit que l'adaptation, ça c'est un élément important de la planification écologique. Et donc là, on est en pleine élaboration du PNAC, donc du plan national d'adaptation au changement climatique, avec Christophe Béchu, et qui va remettre plus de matière concrète dans ces sujets d'adaptation, avec effectivement le sujet du trait de côte et ces questions de... avec la loi climat et résilience, il y a eu une boîte à outils sur les sujets d'aménagement du territoire, mais on a des questions de financement, de solidarité du coup sur le financement, et donc ça, il faut qu'on les résolve. Il y a des questions très nombreuses, assurantielles notamment, mais pas que, parce que du coup, on voit que
le régime assurantiel nécessite d'être vu. On voit qu'il y a un certain nombre d'assureurs qui se posent des questions sur la couverture du territoire et donc sur lesquels il faut l'encadrer. On a énormément de questions aussi sur la meilleure connaissance de l'aléa, la pluie, l'inondation, comment est-ce qu'on le traduit dans les documents d'urbanisme, comment on travaille sur des plans de résilience territoriaux. Je pense par exemple aux Hauts-de-France avec le Pas-de-Calais et donc du coup ce qu'on vient de vivre, etc. Donc tout ça, ça va être, je pense, au cœur de nos travaux du premier semestre, avec des objets très concrets qu'on va rajouter, pour l'instant qui n'y figurent pas explicitement dans les documents qu'on a publiés, mais qu'on va rajouter là-dessus, et tout à fait à votre disposition pour échanger là-dessus, et puis travailler ensemble sur ce point-là. Sur la question de la rénovation des écoles, enfin des bâtiments publics en général, du coup, on a en fait à la fois le fonds vert, du coup, qui est quand même une source de cofinancement qui est importante. Il y a aussi, et ça c'était Thomas Cazenave, député, qui l'avait fait voter, le tiers financement sur les bâtiments publics notamment. Et donc toute une série d'outils de ce type-là qui vont permettre de cofinancer les rénovations, sachant qu'il y a une part qui doit rester à la charge de la collectivité. Et c'est là où je dis que c'est pas qu'une question d'investissement, mais aussi investissement fonctionnement, parce que c'est engageant du coup derrière sur les économies futures qu'on pourra aussi adosser un certain nombre de rénovations. Aux deux questions de Valérie Valence, donc à la fois sur les différences entre territoires. Donc là, on voit, je vais être très un peu schématique, mais donc on voit très très vite dans les plans d'action une différence entre la région sud, la région PACA, sur laquelle on a une dimension industrielle qui est très forte, un tiers de ce que je vous montrais ici, là, contrairement à Occitanie. Le rouge, là, avec l'industrie, ça correspond à un tiers de la baisse sur la région PACA, parce que du coup, le bassin, l'activité industrielle, le bassin industriel est très fort. Notamment, ouais, et donc du coup, avec une part importante des 50 plus gros sites industriels, et donc du coup la contractualisation, etc. Il y a des territoires sur lesquels, par exemple l'Île-de-France, qui est extrêmement urbain, et donc en fait on a beaucoup moins de sujets agricoles, industriels, et c'est un sujet à l'ordre 1 massivement de transport, à la fois de personnes et de marchandises, et puis de logements. Voilà quelques illustrations. On a des terres Centre-Val-de-Loire très agricoles, et donc de ce fait avec une part de sujets agricoles qui vont être plus importantes, etc. Donc on retrouve quelque part les particularités un peu géographiques de ces territoires-là. Et donc dans les COP, on associe donc les acteurs, donc toutes les CCI, les représentants de fédérations sont présentes, et on a, j'étais au MEDEF notamment il y a peu de temps encore, tout un dispositif d'accompagnement des entreprises, à la fois un mélange d'accompagnement financier et puis quelques normes aussi pour encadrer tout cela. Je termine avec, peut-être, je rebondis sur le propos de Jimmy Parin quand même pour dire que ce que j'observe moi au niveau local, notamment dans les COP, c'est qu'il y a une volonté d'agir ensemble sur ces sujets-là qui dépasse pas mal de clivages et donc qui est très rassembleuse et qui finalement est un bon signe. Et je trouve qu'il y a une différence de tonalité très frappante entre les débats qu'on a dans les COP régionales et puis les débats qu'on a au niveau national sur un certain nombre de sujets et qu'on arrive à résoudre beaucoup de problèmes au niveau local. Et c'est plutôt une bonne nouvelle finalement, et donc il faut qu'on arrive à construire ça. Et je termine sur la forêt pour dire qu'elle est pour nous très centrale dans nos travaux et on partage beaucoup de préoccupations sur l'évolution de la forêt. Je redis, il y a beau y avoir une extension de la surface de forêt, il y a une diminution de la croissance annuelle de bois à cause du changement climatique d'ores et déjà. Et donc la forêt, c'est à la fois un sujet... j'entends les différents points que vous dites. Donc on a nous aussi des réflexions, et ça vaut le coup qu'on les croise, sur la façon dont on accompagne la gestion durable de la forêt, les questions de la propriété foncière, il y a la question des modes d'exploitation, etc. Et après, on est en train de constituer un GIS pour faire un observatoire de la biomasse qui renie à la fois l'INRAE, l'ADEME, France Agrimaire, tous les acteurs scientifiques et de connaissances sur l'ensemble de la ressource biomasse, qui est à la fois pour agréger un peu un GIEC de la forêt, si vous voulez, au niveau de la connaissance scientifique, des données, etc., de façon à avoir vraiment une vision la plus précise à la fois de l'existant et des analyses techniques et scientifiques sur l'évolution de tout cela. Et on va, à côté de ça, du coup, muscler ce qui, pour l'instant, sont les cellules biomasse aujourd'hui au niveau local, qui s'occupent des plans d'approvisionnement, mais avec une vision un peu partielle du sujet, pour arriver notamment à les adosser à une meilleure connaissance avec cet observatoire que je parlais juste avant. Et donc, on travaille sur des vraiment plans d'approvisionnement cohérents et qu'on évite ce que vous dites, c'est-à-dire que pris indépendamment, le projet est très bien, mais quand il y a un cumul, on voit qu'il y a un problème, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à traiter. Voilà, j'étais un peu long, je m'en excuse, mais du coup, merci pour toutes vos questions. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général. Merci à votre équipe qui vous accompagne aussi. Merci de votre présence. Chers collègues, le temps de raccompagner monsieur Pellion et son équipe. On va faire une suspension de séance pour échanger ensemble sur l'application de l'article 88. Chers collègues, à tout de suite dans 5 minutes.